Aujourd'hui, les arts déco, tout le monde a les yeux rivés sur cet espace, grâce à l'exposition Dior. Mais j'aimerais bien que vous nous parliez d'abord des arts déco. Je dois dire que très innocemment, avant que je vous rencontre, je pensais que les arts déco étaient un musée national, un musée d'État. Et en fait, pas du tout. Expliquez-nous quels sont les statuts de ce musée. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, le musée des Arts Déco cartonne, on peut dire ça comme ça déjà, mais il cartonne depuis très longtemps, il cartonne depuis 150 ans en fait. C'est un musée atypique parce que c'est un musée qui a été imaginé, conçu et fourni, je veux dire, en œuvre d'art par des collectionneurs. Ce n'est pas un musée de rois, ce n'est pas un musée de princes de l'Église, c'est un musée effectivement qui a été fait par des industriels, par des décorateurs, par des collectionneurs qui, dans les années 1850-1860, voulaient absolument que la France soit la première sur les arts décoratifs, les arts industriels, et notamment tout ce qui concernait évidemment les expositions universelles et les grandes manifestations internationales. Et donc, à partir de là, ces décorateurs, ces grands industriels se sont réunis, ont acquis beaucoup et ont commandé aussi à des grands artistes de l'époque beaucoup de pièces. Évidemment, ces pièces se sont accumulées et est né le musée en 1905 qui a été abrité dans le pavillon de Marsan que vous connaissez tous, donc l'aile sud du Louvre, une partie du Louvre, dans ce pavillon que Émile Loubet avait mis à disposition du monde industriel pour effectivement permettre à cette collection d'être présentée. Donc c'est un musée privé, associatif, même s'il reçoit une contribution importante de l'État, 15 millions sur 31 millions, vous faites la différence, il y a le reste à trouver, et il marche un peu, je veux dire, plutôt comme des musées un peu américains anglo-saxons, c'est-à-dire qu'effectivement, il a l'obligation, par le board et par l'ensemble de nos partenaires, de trouver des financements privés pour exister, notamment en termes d'exposition, en termes de restauration et en termes d'acquisition. Alors, vous avez des collections permanentes, donc de mobilier, d'affiches, de mode. Donc, il y a une partie qui est présentée. Je crois qu'il va y avoir une rénovation parce que je trouve, enfin, en tout cas, pour moi, c'est très personnel, que la mode pêche un peu. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être envie d'un musée de la mode qui ne soit pas uniquement un musée d'exposition. Est-ce que ça va un tout petit peu changer ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas bouger les murs. On a beaucoup d'objets, 700 000 objets. Quand je dis objets, c'est lot. Donc, ça peut être effectivement, si on parle service de table, vous multipliez par 100 ou 150. Donc, il y a énormément d'objets. On ne peut pas tout présenter en même temps. Et en plus, la mode, c'est très fragile. Bon, il faut effectivement avoir des possibilités de mettre en réserve ces pièces. Mais, Antigone, vous avez raison. On va inaugurer l'année prochaine, grâce à du mécénat essentiellement américain, près de 4 millions d'euros. On va réaménager une galerie qui est aujourd'hui une galerie d'exposition temporaire, qui va devenir une galerie permanente et qui va permettre aux visiteurs, si je puis dire enfin, de venir dans ce musée et d'avoir deux choix, soit un parcours historique, à commencer par le Moyen-Âge et remonter sur l'ensemble des époques de l'histoire des arts décoratifs, soit entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le XXe et le XXIe siècle. Donc on aura cette galerie nouvelle qui va être aménagée, qui conduira au pavillon de Marsan, de façon à ce que les visiteurs ne se perdent pas. Et dans ce cadre, la pluridisciplinarité de la monstration des collections sera évidemment le mobilier de design, bien sûr, mais également la mode, également la photographie, également les arts plastiques, puisqu'on a aussi des collections, notamment du buffet et d'autres. Donc on va montrer tout ça pour montrer, en fait, faire non pas des périodes, mais des histoires un peu vivantes de ce qui se passe dans le domaine des arts décoratifs depuis le XXe siècle et jusqu'au contemporain. Et donc ce grand réaménagement est en train d'être travaillé par Normal Studio, l'équipe que vous connaissez certainement dans la salle. C'est une équipe de jeunes designers qui sont assez brillants et qui vont nous mettre en scène ce nouveau module d'exposition. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'exposition Dior. Vous m'avez dit tout à l'heure que je crois que vous alliez atteindre déjà les 600 000 visiteurs. Alors, Dior, au départ, c'est un couturier. Après, c'est une maison. Mais c'est aussi une marque. Est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué parfois de gérer ? Est-ce qu'on ne peut pas vous dire, mais vous faites de la pub à une marque ? Moi, je pense que c'est une opération gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est bien pour Dior, c'est bien pour le musée, c'est bien pour le visiteur parce que l'exposition est extraordinaire. Mais comment arrivez-vous à gérer, j'allais dire d'un point de vue peut-être muséal, avec les conservateurs, pour que le contenu soit irréprochable ? D'abord, Dior, c'est un homme. C'est un homme qui s'appelle Christian Dior, qui est assez méconnu d'ailleurs, parce que même si on connaît la maison, les collections hautes, on ne connaît pas l'histoire de ce personnage qui est
absolument fantastique. Je vous invite, enfin, je ne peux plus vous inviter d'ailleurs, parce que on est complet. Oui, vous avez les images derrière, mais on est complet jusqu'au 7 janvier, parce que l'exposition se termine au 7 janvier, et il n'y a plus de place sur Internet. On est absolument navré, mais on ne peut plus accueillir au-delà de 4 000, 5 000, 6 000 visiteurs de temps en temps par jour. C'est impossible, évidemment, d'accueillir les visiteurs et d'avoir les conditions de sécurité, surtout de bonnes visites. C'est pas envisageable? C'est pas envisageable, puisque l'exposition est exceptionnellement dure 6 mois et que nous avons des prêts. Et donc, cette collection présentée, il y a 100 robes qui appartiennent aux Arts Déco, donc collection nationale, 100 robes à Dior Héritage, 100 robes pour prêter par des collections privées au public, le Victor Albert, le MoMA et beaucoup de collectionneurs privés. Donc voilà, on ne peut pas prolonger. On a en plus des tableaux, on a des œuvres absolument remarquables qui égayent, si je puis dire, et renforcent un peu le parcours artistique de cette exposition, donc on ne peut pas la prolonger. Donc ça, c'est un regret, mais voilà, c'est le succès et on ne peut pas faire autrement. Alors par contre, pourquoi faire cette exposition? D'abord, vous savez que c'est le 70e anniversaire de la Maison Dior. Vous savez aussi qu'en 1987, il y a eu une grande exposition Dior aux arts décoratifs. Et surtout, pour comprendre un peu cette logique, c'est que Christian Dior, il a été très présent aux arts décoratifs quand il était jeune, à la bibliothèque, il venait se ressourcer. Il adorait les collections 18e, puisqu'il s'est beaucoup inspiré de ce siècle, bien sûr, à la fois en termes de vêtements et en termes de décoration. Donc il y avait vraiment une légitimité. Et puis, comment ce parcours est né? Ce parcours est né aussi avec la particularité de la maison, qui est très pure sur ce plan-là. C'est-à-dire que le choix culturel, le choix scientifique est totalement déterminé par les conservateurs, qu'ils soient de la maison, qu'ils soient des conservateurs privés. En l'occurrence, pour cette exposition, 2 conservateurs, Olivier Gabet, qui est le directeur des musées, donc au sein de la maison, Florence Muller, qui est historienne d'art et qui est venue de l'extérieur, qui travaille aussi aux États-Unis. Et tous les deux ont conçu cette exposition sur le parcours historique et évidemment actuel, puisqu'on présente l'ensemble des 6 grands directeurs artistiques de la maison. Ensuite, c'est une exposition extraordinaire, puisque pour la première fois, elle concerne 3000 m² des arts décoratifs, c'est-à-dire la grande nef, les galeries latérales et les espaces dédiés à la mode, où il y a eu Dries Van Noten, Tenue correcte exigée, et d'autres expositions qui ont connu pas mal de succès, et une mise en scène exceptionnelle par Nathalie Crinière. Donc, quand on dit ça, on comprend bien que nous, sur nos propres subsides, on ne peut pas monter une exposition de ce niveau, puisque, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de crédit propre dans la maison consacré aux expositions, ni aux restaurations, ni aux acquisitions. On est obligé à chaque fois de faire appel à des mécènes ou d'avoir un partenariat, ce qui est le cas avec Dior. Ce n'est pas du mécénat, c'est un partenariat exceptionnel pour effectivement monter une telle exposition. Mais j'allais dire que c'est dans les gènes de la maison, puisque la maison, encore une fois, a été créée par des industriels, a été créée par la puissance publique, quelle qu'elle soit. Donc il faut à chaque fois trouver un partenaire. Ce n'est pas pour autant qu'on perd notre âme. On a toute légitimité, je dirais même plus que d'autres, à faire ce type d'exposition, parce que ça correspond exactement à l'ADN, encore une fois, du musée des arts décoratifs dans toute sa plénitude. Il n'y a pas que la mode, il y a aussi évidemment le design, il y a aussi les arts décoratifs dans toutes leurs disciplines, et à chaque fois, on a le même usage. Aujourd'hui, évidemment, montrer la magnificence de la collection Dior, montrer aussi toute l'histoire du personnage, sert avant tout le public, sert avant tout ceux et celles qui veulent connaître et apprécier l'homme et la maison telle qu'elle se développe, et aussi une marque, mais c'est tout à fait naturel. Je veux dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte, et quand on fait une grande exposition, même patrimoniale, qui appartient à une marque ou à un collectionneur ou autre, il y a toujours une valorisation de ce parcours-là. Mais au contraire, si en plus il y a un grand succès public, je trouve que c'est valorisant pour chacun. Et pour reprendre ce que disait Antigone, c'est gagnant-gagnant. Et alors, dans le passé, quelles sont les grandes expositions? Je crois que vous avez 2 très grandes expositions chaque année. Quelles sont celles qui ont eu le plus de succès auprès du public? Dans les dernières, on a l'année dernière, en tous les cas, 2 expositions un peu phares. Exposition Barbie, qui a connu un grand succès, parce que 240 000 visiteurs en beaucoup moins de temps, en 3 mois, et une très magnifique exposition. J'espère que
dans la salle, certains d'entre vous ont pu la découvrir, le Bauhaus, donc 240 000 visiteurs. Super. Là aussi, une superbe exposition. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup d'autres dans quelques années de ce niveau par la qualité des prêts qui étaient les nôtres. Et là aussi, une exposition extrêmement exigeante qui a rencontré un public qu'on ne pensait pas aussi important et aussi captif. Donc ça aussi, c'est le fait que ce que nous proposons correspond aussi à une attente, bien sûr, du public, de professionnels, et ce sont des succès importants. Mais dans le domaine de la mode, il y a Dries Van Noten, qui est à peu près à 160 000 visiteurs, il y a Tenue correcte exigée, la dernière exposition qui était à 140 000 visiteurs, on est autour, au niveau de la mode, entre 140, 150, 160 000 visiteurs, donc évidemment, Dior, là, au moment où je vous parle, on va juste, je pense, à la fin de ce week-end, dépasser les 600 000, et on est ouvert jusqu'au 16 janvier, en plus jusqu'à 22 heures pendant les vacances. Donc je pense qu'on risque d'approcher pas loin les 700 000 visiteurs, qui est évidemment un moment exceptionnel et jamais atteint dans la maison. Alors, vous pouvez peut-être nous parler d'expositions que nos spectateurs pourraient peut-être voir avec le programme à venir pour l'année prochaine. J'imagine que c'est déjà bien préparé. Alors, pour l'année prochaine, il y a plusieurs expositions. Une exposition toujours dans le domaine Margiela, les années Hermès, qui aura lieu effectivement au printemps. Mais avant ça, une exposition de bijoux contemporains, des bijoux d'artistes, la collection Diane Venet, qui sera exposée pour la première fois à Paris, une collection absolument superbe, avec des grands noms, évidemment, Giacometti et d'autres, les plus jeunes, les plus vieux. Il y aura ensuite une très grande exposition sur le Japon, japonisme, puisque vous savez que c'est l'année un peu de célébration du Japon en France. Donc on aura enfin la chance de découvrir les collections exceptionnelles du musée des arts décoratifs, qui ne sont jamais montrées, pour, encore une fois, ce que je disais, par manque de place, bien sûr, mais aussi avoir une dimension contemporaine du Japon. Donc on le fait en collaboration avec la Fondation du Japon. Et puis une très belle exposition à la fin de l'année, qui sera vraiment, je pense, un élément phare, sur quelqu'un que je pense que dans la salle tout le monde connaît en tous les cas, qui s'appelle Gio Ponti, c'est-à-dire à la fois l'architecte, à la fois le décorateur, à la fois le designer, celui qui a vraiment inspiré un nombre incalculable de professionnels dans le domaine du design, soit grand ou petit, et qui a irradié un peu toutes les grandes marques du design italien. Et ça sera la première fois qu'à Paris, on exposera une exposition de cette dimension, puisqu'elle sera installée dans la grande nef des arts décoratifs, donc avec des collections privées et publiques qui seront vraiment absolument splendides. Je vais revenir sur le japonisme, puisque le Japon est un pays qui m'est très cher, puisque j'y ai vécu 7 ans. Ce sera une exposition, j'imagine, alors très transversale, mais elle va couvrir de quelle période à quelle période? Est-ce qu'elle commence vraiment avec le japonisme à la fin du 19e, ou bien est-ce que vous remontez plus loin dans le passé? On remontera un peu plus loin dans le passé, mais c'est le vecteur Japon-japonisme, où effectivement, quand on parle d'un musée des arts décoratifs, on voit évidemment toute l'étendue et tout le rapport que ce pays, cette culture, a pu nourrir l'imaginaire d'un grand nombre de créateurs, qui soient évidemment dans le domaine de la mode, dans le domaine des arts décoratifs variés, et donc dans les bijoux et autres. Donc ça sera effectivement ce focus qui sera mis en valeur. Et dans votre musée, y a-t-il des pièces que vous considérez comme absolument exceptionnelles ? Il y en a beaucoup, mais tout dépend ce sur quoi se porte l'intérêt que vous avez personnellement. Moi, j'ai un petit peu de connaissances dans le domaine de la céramique. Il y a effectivement des collections de céramique absolument remarquables. C'est un musée qui est un musée de cœur. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je vous le redis, c'est un musée de collectionneurs. Ce n'est pas un musée de conservateurs. Ce n'est pas des gens qui ont conçu une collection publique ou une collection royale pour dire il faut un tel ou un tel. C'est un musée de coup de cœur. C'est chaque industriel, chaque grand créateur et grand donateur a aimé un objet et a acheté cet objet, etc. Donc c'est vraiment un musée qui parle vraiment à ceux qui s'intéressent dans quelque domaine que ce soit et qui rencontre beaucoup d'intérêt. C'est aussi un musée historique, bien sûr, hein, qui parle du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vraiment un choix tout à fait opérant. Et aujourd'hui encore, on achète très peu puisqu'on n'a pas de moyens, on vit surtout par des donations. Et donc les donations, voilà, c'est évidemment on l'accepte ou on l'accepte pas en fonction non seulement de la qualité de l'œuvre, mais de la pertinence de l'œuvre par rapport au parcours artistique. Mais c'est surtout, encore une fois, le choix d'un tel ou un tel qui va compléter ce qui est déjà dans l'histoire du musée.
Et donc ça, c'est vraiment une particularité. Et je vous invite, alors après le 7 janvier, à venir évidemment voir le musée. Il y a d'ailleurs, j'ai oublié, une très belle exposition qui va continuer jusqu'au mois de mars de Constance Guizet, jeune designer, 10 ans de carrière. Vous connaissez tous ces grandes décorations et ces luminaires qui sont présentés par beaucoup d'industriels et de diffuseurs. Et donc, c'est vraiment cette maison-là qu'il faut découvrir. Et elle est, je pense, unique dans son genre.